Diane Desposito et je suis consultante en créativité et innovation. Donc, à la base, j'étais dans la communication visuelle multimédia. Donc, j'étais graphiste, après, j'étais directrice artistique et je m'occupais de créer des expériences immersives pour les clients. Par exemple, des jeux vidéo sur Facebook ou sur les plateformes d'interaction sociale pour pouvoir permettre aux gens d'avoir plus d'engagement, que ce soit pour des marques, des produits, des choses comme ça. Donc effectivement, il y avait déjà de la gamification à l'époque, mais on n'employait pas beaucoup ce mot-là. Quand je dis à l'époque, c'était en 2010, 2012. Et, et je me suis aperçue que ça a énormément évolué parce qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus accessible, dans le sens où n'importe qui peut utiliser des plateformes en ligne pour faire des jeux comme Genially, comme je vous parlerai d'outils tout à l'heure, plein d'outils gratuits et freemium. Et alors qu'avant, il fallait appeler un codeur, un développeur pour pouvoir faire des petits jeux interactifs, que ce soit pour le marketing, pour effectivement le marketing, mais ça pouvait être aussi pour l'apprentissage dans le domaine de l'éducation. Et après, petit à petit, ça s'est complètement, on va dire, disséminé un peu partout dans les différents domaines, comme l'industrie, comme la thérapie, et ça, on en parlera aussi, mais plus dans la deuxième heure. Ensuite, donc là, c'était un nuage de mots pour vraiment vous montrer qu'il y a un vocabulaire qui se développe depuis plusieurs années, mais qui est un peu franglais. Donc, pour la petite histoire, il y a des chercheurs qui séparent le serious gaming du serious game. Ce n'est pas la même chose pour certaines personnes. Par exemple, le serious gaming, c'est l'activité de créer des serious games, alors que le serious game, c'est un produit, c'est le jeu en lui-même, un jeu sérieux. Un business game, il y en a qui le confondent avec des serious games, alors qu'un business game, c'est un jeu de gestion d'entreprise, dans le sens où on va peut-être faire des simulations ou un jeu de gestion pour gérer une activité d'entreprise, alors qu'un serious game, ça peut pas forcément concerner ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Ça peut être un jeu pour apprendre la sécurité ou un jeu pour apprendre un métier, mais qui ne se passe pas forcément dans la gestion d'une entreprise en elle-même. Donc, vous voyez, il y a quand même des nuances et c'est vrai qu'il y a des confusions par rapport à ces mots-là. Ça, c'est le petit sommaire de ma présentation. Alors, je vous rassure, je ne vais pas passer un quart d'heure sur chaque slide. Il y en a beaucoup, c'est des exemples et des photos et des chiffres. Donc, ça vous permet de voir un peu le terrain. Je vais parler un petit peu de marché de la gamification, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels sont les avantages. Je vais parler un peu de soft skills, donc ça c'est plutôt pour le monde des entreprises, comment les jeux se sont mis à rentrer dans les entreprises, et ensuite parler de l'effet du jeu sur le cerveau, tout simplement. Il y a un neuromythe qui s'appelle effectivement le cône de Dale, donc on va un peu le décrypter ensemble. La comparaison des montées en compétences, donc comment les gens apprennent différemment et n'avancent pas du tout de la même manière, ils n'ont pas les mêmes processus d'apprentissage. Et ça joue aussi par rapport aux jeux qui pourraient leur être proposés. On a aussi le monde de la formation gamifiée avec effectivement différents styles de formation par rapport à différents profils d'apprenants. C'est pour ça que le jeu plaît à certains ou pas à d'autres et on verra pourquoi. Et ensuite, qu'est-ce qui donne envie de jouer? Qu'est-ce qui donne envie d'apprendre par le jeu? Donc, il y a des leviers d'engagement pour ça qu'on peut lever. Et c'est aussi en lien avec l'ikigai et comment, quand on est gamificateur, trouver la bonne dynamique ludique pour les bons utilisateurs. Et ensuite, là, on arrive dans le vif du sujet où quelles sont les différentes typologies de ludification, parce qu'il y en a plein, et tous les processus pédagogiques possibles, notamment qui ont été développés par Philippe Lépinard, enseignant-chercheur à UPEC Créteil, qui a été primé pour ça d'ailleurs. Les techniques ludopédagogiques et les mécaniques ludiques, il y a un site internet qui a très bien listé ça et je vous donnerai les sources aussi. Et puis enfin, la posture d'animateur, comment animer son jeu. Et bien sûr, si on a le temps, je vais faire une petite étude de cas de comment apprendre à apprendre. Comment on fait un atelier sur le jeu d'apprentissage, justement, qui n'est pas pareil que le serious game. Et enfin, les outils. Je sais pas, je me trompe de bouton. Alors, le marché de la gamification, il a, j'ai envie de dire que là, c'est des sommes assez faramineuses, parce qu'en 10 ans, on est quand même passé en France de 10 millions à 350 millions, milliards, 10 millions à 350 milliards. Attends, 10 millions, ouais, non, c'est 10 millions à 350 millions, pardon. Vie ma vie de TDAH. Et on a un taux de croissance de 27%.
si on fait des simulations jusqu'en 2025. En fait, la seule chose que moi je retiens quand je vois ce tableau-là, je me dis, bah, franchement, on se porte plutôt bien. C'est-à-dire que quand on sait que plus de la moitié des Français jouent juste pour le loisir, chaque semaine, dont un quart presque quotidiennement, bah, je me dis que pourquoi pas pourquoi pas apprendre pourquoi pas jouer en apprenant, en fait. Autant se faire plaisir. Là, on a quelques graphiques. Par exemple, regardez les différents profils. Tout en haut à gauche, je vais mettre ma petite souris, vous avez les personnes qui apprennent en formation. D'accord? Donc, eux, ils sont apprenants, donc ils sont en formation. Et ce qui les intéresse, lorsqu'on leur propose de jouer à quelque chose dans leur processus d'apprentissage, ils vont dire, bah, nous, ce qui nous motive à jouer, c'est le sentiment d'accomplissement. D'accord? Donc, le sentiment d'accomplissement, là, on le voit, ça va être monter des niveaux. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles veulent se rendre compte qu'elles sont en train de progresser. Donc, c'est intéressant de créer une dynamique d'accomplissement. On verra après comment on traduit la dynamique d'accomplissement en dynamique ludique. Contrairement à cela, vous avez les commerciaux et les managers. Eux, si on leur dit bah, on va installer le jeu dans votre processus professionnel, eh bien, ils vont dire ok, nous, on veut bien jouer, mais on a envie d'avoir une récompense à la fin. Ce n'est pas l'accomplissement qui nous intéresse. Nous, c'est la récompense. On veut vraiment gagner quelque chose grâce à notre progression, en fait. On a progressé, donc on veut une récompense physique. Donc, ça peut être des cadeaux, ça peut être vraiment ce qu'on veut, quoi. Et de l'autre côté, on a les hauts dirigeants. Si on leur propose un jeu, eux, ce qu'ils veulent, c'est explorer le côté disruptif pour leur donner plus la vision du futur de leur entreprise et aussi la possession de rareté, c'est-à-dire qu'une bonne stratégie différenciante, notamment dans la transformation de leur entreprise. Et là, on le voit sur le graphique violet, ils externalisent sur certaines phases du programme 55%. 55% vont externaliser sur des compétences qui ne sont pas internes à leur entreprise pour conduire une transformation. Donc là, le résumé, c'est qu'il y a eu 92% qui ont eu lieu à des compétences externes. Et là, sur les 55%, c'est que sur certaines phases du programme. Donc pour résumer, c'est vraiment, ils ont conscience qu'ils n'ont pas la petite idée rare qui va faire la différence, parce qu'on ne l'a pas toujours dans son entreprise. Et en fait, ils ont envie de l'avoir. Ils ont envie vraiment de se démarquer par rapport aux autres, surtout quand le marché il est difficile. Et c'est pour ça que ça les intéresse. Donc, quand on propose un jeu à quelqu'un, selon s'il est apprenant, selon s'il est dirigeant, selon s'il est commercial, il n'aura pas les mêmes leviers d'engagement et donc il ne faut pas leur proposer la même mécanique ludique. C'est pour ça que si vous proposez un jeu à tout le monde en même temps, il y a forcément une partie qui va dire « Ah, mais ça ne m'intéresse pas », etc. Et puis en haut, c'est un schéma qui montre la différence des tranches d'âge et des sexes. Donc, il n'y a pas énormément de différence entre les hommes et les femmes. Elles sont légèrement plus joueuses que les hommes, mais bon, franchement, ce n'est pas significatif. Et en revanche, en termes de tranche d'âge, c'est assez significatif. Ceux qui jouent le plus, ils ont entre 26 et 55 ans. Ce qui veut dire que si on a moins de 26 ans ou plus de 55 ans, on peut avoir des personnes qui sont réticentes au jeu. Je vais vous donner un exemple. Là, à droite, j'ai deux personas. Donc, il y a une fille, on va dire qu'elle est en alternance et qu'elle a l'impression qu'on ne la prend pas au sérieux parce qu'on la voit comme une junior, qu'elle a peur qu'on ne la reconnaisse pas pour son professionnalisme. Donc, si on lui dit « Viens, on va faire un petit jeu », elle va dire ah, « D'accord, super ». Il y a des chances qu'elle fasse ça. Ça m'est arrivé moi-même quand je propose des jeux à des masters, il y en a toujours un ou deux sur les 15 qui disent ah ouais d'accord, super, moi je préfère avoir quelque chose de carré avec du contenu directement et j'ai pas envie qu'on habille ça avec des méthodes qui me donnent l'impression que j'ai besoin d'aide pour apprendre, quoi. D'accord. Et à l'inverse, notamment les hauts dirigeants, ils ont tellement la tête à autre chose qu'ils n'ont pas spécialement envie de se fatiguer à faire un jeu. Donc, on a plutôt intérêt à leur promettre, à leur faire une promesse et de dire ce jeu va vous faire gagner du temps et va accroître votre vision stratégique et votre clarté de décision. Parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de ça, ils sont en recherche de ça. Donc, si on leur promet stratégie et croissance, il y a plus de chances qu'ils soient enclins à participer au jeu. Alors que pour les juniors qui ont un profil où on a vraiment besoin de leur donner ce sentiment d'accomplissement, eux, ils veulent un jeu. Enfin,
si on leur propose un jeu, il vaut mieux que ce soit quelque chose qui leur apporte la possibilité d'avoir de la reconnaissance et de la considération. J'ai fait une faute de frappe d'ailleurs. Dans le processus ludique, voilà, que ça leur serve à ça, à leur propre levier à eux. Donc ça, c'était les deux personas, les deux profils qui ont tendance à être plutôt réticents au jeu, d'accord, au jeu dans leur cadre non ludique, enfin voilà, quand c'est au boulot en tout cas. Maintenant, les avantages de la gamification, il y en a pas mal. Les soft skills, je vais en parler tout à l'heure. La mémoire long terme, c'est plus quelque chose qui va être enclin grâce à la répétition, parce que quand on fait des parties, on répète souvent le processus, il y a des tours de jeu, des phases, et donc ça travaille la mémoire long terme. Le lien social, évidemment, parce que c'est des jeux collectifs, sauf si c'est des jeux tout seul, là, ça ne marche pas trop. La motivation, ça c'est par rapport aux points, aux progressions de niveau, etc. Donc ça va, vous voyez en fait, vous voyez progresser, donc c'est assez motivateur, motivationnel, je sais pas comment on dit. Et puis les moyens thérapeutiques. Donc là, ça va être plutôt d'autres domaines qui ne sont pas vraiment dans le monde des entreprises, mais qui peuvent être utilisés par exemple dans le domaine hospitalier, dans le domaine médical, la remédiation, le traumatisme en psychologie. Il y a des personnes qui proposent des jeux, du jeu de rôle aussi, thérapeutique, etc. La remédiation assistée par ordinateur pour les troubles du déficit attentionnel et Alzheimer, etc. Donc, il y a des jeux, c'est des exercices qui sont ludiques, plus ou moins amusants, hein, ça dépend du profil, évidemment, de l'apprenant, mais en tout cas, ce sont des processus ludopédagogiques et ludothérapeutiques. Et enfin, inclusion et mixité, mais ça, c'est plus par rapport au statut du joueur. D'accord. Donc là, on est plutôt dans le statut, dans le sens où vous êtes tous joueurs, donc vous avez tous une hiérarchie plutôt horizontale. Et donc, on perd ce côté, on va dire, pyramidal de la hiérarchie sociale dans le groupe. Alors, je disais que je revenais vers les skills. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots proactif, réactif. Quand on est dans la réactivité, en général, c'est qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a autour de soi et on n'anticipe pas. A priori, le jeu pourrait favoriser les soft skills parce que lorsqu'on joue, il y a cette forme de répétition, donc on a plus le temps d'intégrer en fait là où on a fait des erreurs. Ça peut favoriser aussi la prise d'initiative, ça peut créer aussi la valeur parce qu'on a une meilleure connaissance de soi à force de jouer. C'est plus de manière incidente qu'on peut faire ça. Forcément, ça va favoriser aussi l'innovation et l'expertise parce qu'à force de créer des stratégies, trouver des idées, etc., pour gagner les parties selon les différents jeux, ça permet aussi d'avoir une forme d'amélioration continue, donc on devient meilleur à force de la pratique. Et aussi le fait qu'on soit en groupe, on a une vision globale du groupe, on connaît mieux les autres, etc. Donc, on va avoir aussi une forme d'autonomie globale parce que les différentes facettes du jeu vont permettre de parfois se confronter à des situations qui, si elles sont similaires dans la réalité, dans le contexte non ludique, ça va on sera déjà un petit peu entraîné sans s'en rendre compte, et donc on va être plus dans la proactivité, plus dans l'autonomie. Après, je ne vais pas faire un lien direct, mais il se trouve qu'en parallèle, il y a aussi de plus en plus d'activités entrepreneuriales depuis une dizaine d'années. Et donc, on s'aperçoit dans le même temps qu'il y a aussi des jeux qui sont développés de manière indépendante. Donc, on est assez content de voir qu'il y a 70% de jeux qui sont développés en France. En tout cas, en 2018, on a constaté que ces jeux-là, ce pourcentage-là était indépendant. Revenons un petit peu aux effets du jeu sur le cerveau. Là, on a quelques exemples qui ne sont pas exactement les mêmes, mais finalement, si on les met en correspondance, on peut s'apercevoir que le point commun, ça va être qu'ils apprennent tous, en fait. De manière incidente, ils vont tous apprendre en jouant. Par exemple, les perroquets, j'en ai derrière moi, ça leur permet d'apprendre les codes sociaux du groupe. S'il y en a un qui ne veut pas jouer, il y a des chances qu'il se fasse virer du groupe et qu'il ne fasse plus partie du groupe et qu'on ne s'occupe pas de lui. Les enfants, ça, bon, il y a une notion d'amusement aussi, mais vous constaterez que quand un enfant s'amuse, il va aussi rester concentré plus longtemps que si vous lui parlez pendant 3 heures, là, il va décrocher. Et pour les adolescents, c'est assez important aussi parce que ça permet aussi de comprendre les phénomènes de changement qui sont à l'intérieur de lui, notamment au moment de l'adolescence.
Et il y a une volonté aussi d'exploration qu'ils ont de toute manière déjà quand ils sont plus petits. Et ça peut aussi se travailler avec le jeu. Je suis allée en arrière, c'est vrai exprès. Alors, neuroergonomie, ça, c'est un terme qui signifie, si vous voulez, l'ergonomie pour le cerveau. Donc, qu'est-ce qui est le plus confortable, le plus fluide pour le cerveau, notamment par rapport à l'apprentissage. Quand on était des hommes de Néandertal, d'hommes Cro-Magnon, etc., et même les animaux d'ailleurs, on avait tendance à utiliser de manière assez privilégiée le cervelet. Donc, c'est toute la partie instinct et survie. Elle existe toujours, elle n'est pas spécialement atrophiée. On s'en sert, par exemple, si vous êtes claqué et que vous n'arrivez plus à réfléchir, vous inquiétez pas que votre instinct de survie, il est toujours là. Hein. Donc, ce qui aide à le développer, si vous voulez l'entraîner, les jeux de réflexe et de rapidité peuvent être plutôt pas mal. Des jeux de piste, des jeux d'orientation, des jeux, par exemple, si vous jouez Jungle Speed, typiquement, ça peut faire travailler le cervelet. Après, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer sur un seul type de jeu. Je pense que c'est aussi tout ce qui est, comment dire, intuitif aussi. Après, vous avez une autre partie du cerveau qui est le système limbique. Ça, c'est plutôt la mémoire et les décisions. C'est-à-dire que votre mémoire, elle va être stockée à cet endroit-là. Et de par ce que vous avez retenu, vous allez prendre des décisions en fait, par rapport à ce que vous avez mémorisé, ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris. C'est vrai que les jeux de mémoire et de logique vont stimuler davantage les capacités cognitives et ça va vous permettre de réorganiser vos pensées ou vos priorités et donc ça va modifier vos prises de décision ou les optimiser. Après, vous avez toute la partie autour qui est plus récente du cerveau, donc c'est le cortex. Et le cortex, donc, il y a tout ce qui est bien sûr mémoire de travail, donc ça va être focalisation et concentration. Les personnes qui ont par exemple tendance à être peu tolérantes aux perturbations environnementales, donc vous êtes facilement déconcentré, vous pouvez faire des jeux de focalisation et de concentration. C'est valable par exemple pour la remédiation assistée par ordinateur. C'est des jeux que j'ai fait pendant un certain temps et c'est pas du tout amusant, je trouve. Mais en tout cas, ce sont des mécaniques qui permettent d'entraîner, à améliorer la mémoire de travail. Et enfin, vous avez aussi les jeux de groupe qui vont solliciter ce qu'on appelle l'intelligence collective, dans le sens où c'est la relation sociale, l'empathie, mieux comprendre l'autre, interpréter le facial, enfin les expressions, pardon, des autres personnes et de les comprendre et puis de les utiliser dans la vie du quotidien pour interagir en fait. L'information circule dans un certain sens, c'est-à-dire que vous avez les sentiments et la planification, donc dans le lobe préfrontal, qui vont être amenés à vous organiser, ces informations. Donc, vous les ressentez et après, vous les organisez. Et puis, à la fin, vous triez plus ou moins inconsciemment hein, ces informations-là et vous allez exécuter une action. Donc, entre ce que vous ressentez et ce que vous exécutez, il se passe un certain temps qui est infime, mais c'est ça qui va vous permettre de, si vous voulez, d'avoir une forme d'action qui va être différente de celle de votre voisin. D'accord ? Par rapport à la manière dont vous retenez l'information, on a ce fameux neuromythe du cône de Dale. Pourquoi je dis que c'est un neuromythe ? C'est parce qu'il peut être lu de plusieurs manières, et c'est vrai que si on le lit d'une manière littérale, on va avoir l'impression que si vous regardez ce schéma, si vous dites eh ben, regardez ici, il y a marqué discussion de groupe. Est-ce que ça veut dire que si je discute d'un sujet avec un groupe, je vais retenir 50% de l'information ? Ben non, parce que là, c'est cumulatif, c'est-à-dire que c'est par rapport au nombre de répétitions et au nombre de variétés de la répétition en fonction de votre type de profil. Les types de profils, ils sont colorés. Donc, je vous interprète le schéma. Admettons que vous soyez auditif, dans le sens où vous retenez les informations à l'oral plus que si vous les lisez, d'accord ? Est-ce que ça voudrait dire que si vous regardez un film audiovisuel, qu'il y a une forme de répétition 1, 2, 3, 4, 5, vous le voyez par exemple 5 fois ou vous voyez 5 informations similaires de manière audiovisuelle, est-ce que ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, que vous en retenez 50%? Ça, c'est une théorie, d'accord ? Moi, ce que je retiens quand je vois ça, c'est qu'il faut que l'information soit à la manière où mon profil d'apprenant
l'apprécie. Donc, il faut que j'ai une appétence peut-être pour la démonstration ou pour la pratique. Si moi, par exemple, je dis j'ai une appétence pour la pratique, donc si je pratique 5 ou 6 fois quelque chose, il y a plus de chances que j'en arrive à peu près à retenir la moitié de ce qu'on m'a appris. Mais à aucun moment, si je lis un livre, j'en retiens 5%. Si ça se trouve, je vais en retenir 20%. Ça dépend de mon taux d'intérêt, d'accord? Donc, c'est variable. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la répétition et l'appétence pour le contenu permet à un moment donné qu'on se sent capable de le retransmettre. D'accord? Et c'est vrai aussi que selon si on est kinesthésique, visuel, social et audio, on peut être avantagé ou défavorisé par rapport à notre environnement d'apprentissage, parce que si vous êtes constamment avec des personnes qui vous apprennent avec des livres ou avec un oral, bah, si vous aimez pratiquer, si vous devez faire les choses pour les comprendre, vous allez peut-être être désavantagé. Donc, vous allez peut-être moins retenir l'information que les autres. Regardez un exemple. Là, ça peut confirmer ou infirmer le neuromythe dans le sens où il y a eu des vraies expériences qui ont été faites sur des apprenants. Et regardez la courbe. La première courbe, cours vidéo, flashcard. Ils ont commencé à retenir les informations. Ils ont oublié l'information. D'accord? Ça, on ne le voit pas dans la courbe du cône de Dale. Il y a eu une redescente de l'information et ils ont oublié. Parce que quand on est en haut du pic, qu'est-ce qui se passe? C'est la mémoire de travail, la mémoire immédiate. Mais la mémoire à long terme, elle n'a pas été suffisamment sollicitée. Donc là, ils ont fait une réinjection d'informations avec des quiz, d'accord? Et puis, une forme d'entraide pour remonter la courbe d'apprentissage avec un jeu d'entraînement et un concours. Donc là, quand le pic est remonté, pardon, la courbe d'information était un peu plus importante. Désolée, il y a des oiseaux. Les oiseaux. Ensuite, ils ont fait un hackathon, base de métier d'info, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, il y avait espace de discussion, d'accord, où ils ont échangé les informations. Et puis, à la fin, il y a eu... Ah oui, base de métier d'info, c'est tout ce qui est application. Ils ont appliqué, et là, vous voyez que le schéma est un peu coupé, mais quand ça a redescendu, la courbe, elle était plus douce, et surtout, le pic était plus haut de rétention d'informations. Donc, sur la courbe globale, quand ils l'ont lissée, la courbe grise, il y a eu quand même une progression. Même si au début, la courbe d'apprentissage était très élevée, après, elle s'est stabilisée. D'accord? Donc, si on compare ça et ça, vous voyez que la récurrence entre les deux, c'est juste la répétition et la variété. Si vous amenez une information 5 ou 6 fois de manière différente avec de la répétition, il y a plus de chances que vos apprenants retiennent l'information. Que ce soit gamifié ou pas d'ailleurs. Hein. C'est juste qu'elle doit être variée. Maintenant, je vais insister un peu plus sur les profils d'apprenants. Vous avez celui qui va qui va avoir une appétence pour apprendre en pensant. Donc, ça va être le convergent, d'accord? Donc, lui, il va analyser, réfléchir, il va vouloir approfondir les choses et comprendre la théorie et la logique. Donc, lui, si vous arrivez et que vous lui faites pratiquer quelque chose tout de suite, il va peut-être être un peu désarçonné, il va peut-être il va avoir une forme de résistance parce qu'il va avoir envie quand même qu'on lui laisse le temps de comprendre les choses. Vous avez aussi les profils d'accommodateurs, ceux qui n'ont pas envie qu'on leur explique les règles pendant 3 heures, ils ont envie de tester tout de suite. Vous avez ceux qui sont plutôt divergents, donc qui vont préférer discuter, échanger, qui n'ont pas forcément envie de pratiquer ou de jouer à quelque chose, mais qui ont plus envie de discuter. Et enfin, ceux qui aiment bien observer, mais qui ne vont pas s'impliquer tout de suite. Mais attention, les gens, il ne faut pas leur coller des étiquettes parce qu'on peut être les 4 à la fois, ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'environnement, ça dépend avec qui vous êtes. Il y a une hybridation infinie de ces tendances-là, d'accord ? Si on regarde quelques chiffres, on voit qu'en 2019, il y a eu 12% des 15-24 ans qui ne sont pas sortis diplômés. Alors, on sait que c'est principalement pour des origines sociales et pour des raisons aussi d'isolement et qui ne se sont pas retrouvés dans le processus. Et on sait que presque 10% des 15-64 ans sont sans emploi. Si on leur demande pourquoi, on sait que ils n'étaient pas dans leur ikigai, ça j'en parlerai après, mais en dehors de ça, on sait qu'ils n'ont pas eu une stimulation qui les ont permis de rentrer dans une voie en particulier et ils ont fini par décrocher en fait, d'accord ?
On sait que certaines méthodes d'apprentissage ne sont pas forcément adaptées à un certain pourcentage de la population, qui vont être par exemple extrêmement accommodateurs et donc qui peuvent être soumis à une forme de pression et qui ne vont pas rentrer dans le moule en tout cas. L'autre problème aussi, c'est le mode d'éducation. Parce que quand on explique quelque chose à quelqu'un, si ce n'est pas simulationniste, si ce n'est pas immersif, il peut aussi ne pas forcément visualiser ou comprendre ce qu'on lui explique, alors que d'autres, ils vont très bien y arriver. On a un exemple ici. Jouer à des jeux en 3D augmente la capacité de la mémoire de 12%, de plus que les jeux en 2D. Jouer à des jeux en 3D augmente de 12% par rapport aux jeux en 2D. En fait, c'est tout simple. Plus c'est réaliste, plus on s'y croit et plus on comprend et plus on expérimente. Ce qui signifie que si on vous explique la guerre 14-18 comme ça, de manière totalement monocorde, vous n'allez pas la comprendre et la vivre pareil que si on vous fait jouer à Medal of Honor Resistance sur PlayStation. Donc, je pense qu'il y a aussi un manque de, si vous voulez, de correspondance entre le support, la forme et le contenu. Donc ça peut aussi jouer sur le décrochage. Par rapport à l'ikigai, donc j'avais parlé de disparité sociale, mais il y a aussi la quête du sens, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont totalement privilégiés, voilà, on leur paye des cours et tout, mais franchement, ils ne sont pas intéressés, quoi. Donc on va se demander pourquoi. Ils peuvent avoir une influence ou des injonctions sur ce en quoi ils sont doués. On va lui dire, mais t'es bon en maths, pourquoi tu fais pas des études en maths? C'était fait pour ça. Donc, on va le convaincre de quelque chose, mais est-ce que lui s'est demandé qu'est-ce qu'il aimait? Peut-être qu'il n'aime pas les maths, même s'il est super fort, d'accord? Mais en même temps, on lui dit, oui, mais le monde a besoin de ça, il y a plein de métiers qui se sont ouverts, des portes, etc. Et en plus, tu peux être bien payé. Donc, il y a des gens, ils se retrouvent en master ou en école d'ingé, et qui finalement se disent, mais pourquoi je fais ça, moi, d'abord est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Alors, je n'ai pas vu les chiffres, mais je crois qu'il y a peut-être 60% des Français qui ne sont pas contents de leur boulot, quoi. Un truc comme ça. Donc, on va utiliser en fait un maximum les leviers d'engagement des personnes, parce que si vous connaissez leur ikigai, c'est-à-dire que si vous savez ce en quoi ils sont doués, ce qui les encourage, et qu'en plus, quelque chose qu'ils aiment bien, vous pouvez tenter de tirer une mécanique ludique, si vous êtes gamificateur en tout cas. Vous savez que vous trouverez leur levier d'engagement pour qu'ils aient de l'appétence pour jouer à votre jeu. Je m'explique. Mettons par exemple que vous avez une personne qui a besoin et envie d'influence sociale. Elle a besoin d'être reconnue, appréciée, etc. Vous pouvez lui proposer un jeu qui va être plus dans la dans le statut, donc s'élever dans les niveaux. Et à l'inverse, quelqu'un qui va préférer avoir de la possession, donc des points, vous allez lui proposer une dynamique plutôt de gratification. Ou alors la créativité, la mécanique des badges, donc la diversité, ou encore ceux qui aiment la compétition, il y a des classements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il en existe plein, là il n'y en a que 6. Hein. Mais il y a des mécaniques qui sont déduites des dynamiques, et souvent les gens, quand ils créent un jeu, ils pensent au processus ludique, du style on va faire un serious game et puis on va utiliser cette mécanique-là, machin, mais ils oublient la dynamique. Donc, ils oublient qu'est-ce qui fait qu'on a envie de jouer à ce jeu-là, en fait. On peut très bien dire, ah bah si, parce que les graphismes sont beaux, c'est l'immersion. Ouais, mais un bon jeu, ça multiplie 3 ou 4, voire 5 leviers dans le même jeu. Donc, autant les mettre. Donc, voilà. Ensuite, typologie de ludification. Alors là, c'est comment bien démarrer quand on commence à faire un jeu. Donc, on arrive au moment de mon intervention où on va réfléchir à faire un jeu. Comment choisir le type de jeu? Déjà, la première chose, si vous faites des jeux pour les autres, hein, pas pour vous, c'est de faire une étude auprès de qui vous allez livrer ce jeu. Qui va jouer à votre jeu? C'est pour qui ce jeu? Donc, vos profils d'apprenants, c'est qui? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt accommodateurs, plutôt divergents, etc. Ou est-ce que vous ne savez pas si ça peut être tout le monde? On sait que Azul, c'est le jeu qui a remporté les awards sur la diversité des profils.
même si c'est un jeu qui n'est pas fait pour, comment dire, là c'est vraiment un jeu purement loisir, mais pourquoi cette mécanique, elle a autant été appréciée, pourquoi le design est apprécié, pourquoi ce jeu est autant apprécié, on va étudier ça juste après. Et puis enfin, définir les objectifs pédagogiques. C'est quoi le but de votre jeu? Est-ce que le but, c'est de leur apprendre quelque chose en particulier? Quoi? Comment? Etc. Donc déjà, si vous avez une petite idée de qui sont vos joueurs et le jeu, il a quoi comme but, vous pouvez commencer à ouvrir votre fiche de gamification. Une fiche de gamification, elle commence d'abord par votre intention. Est-ce que l'objectif, il est marketing? Dans ce cas-là, c'est un jeu publicitaire. Est-ce que votre jeu, c'est vraiment pour former du hard skill ou du soft skill? Est-ce que votre jeu, c'est juste pour faire de la médiation scientifique ou culturelle, par exemple, un jeu qui sert à faire connaître les maladies auto-immunes ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est un jeu de développement personnel, par exemple, développer la confiance en soi? Ou est-ce que c'est thérapeutique? Et là, je vous conseille fortement de vous associer avec des médecins, comme par exemple des jeux pour Alzheimer, etc. Ou est-ce que c'est un jeu pour créer du lien ou de la cohésion? Dans ce cas-là, on tombe plutôt dans le team building, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? C'est important de définir ça. Parce que si vous créez le jeu en équipe, des fois, les deux personnes de l'équipe, elles n'ont même pas le même objectif et elles ne s'en rendent pas compte en fait. Ensuite, évidemment, votre segment de public. Donc, ça peut être du tout public, ça peut être des étudiants, lesquels? Il y a plusieurs formes d'étudiants. Est-ce que c'est un segment que pour les neuroatypiques ou que les personnes en recherche d'emploi? Ou est-ce que c'est un secteur professionnel? Lequel? Etc. Nombre de participants, c'est important. Est-ce que vous avez plus... De manière générale, il faut vous dire, est-ce qu'à chaque fois que vous proposez ce jeu, est-ce que les personnes à qui vous allez faire jouer, elles sont plus souvent une dizaine, ou est-ce que c'est plutôt des jeux grande échelle? D'accord? Il existe des spécialistes de jeux grande échelle. Par exemple, si vous avez des questions à poser à Alexandre Quatch tout à l'heure, qui est parmi nous, lui, c'est un spécialiste de la grande échelle. Donc, pensez aussi à la structure. Dites-vous que si vous avez plusieurs groupes en même temps, vous devez faire en sorte que votre jeu il soit scalable. Vous pouvez faire des structures avec des groupes, d'accord? Vous pouvez même faire des crossovers ou des variantes dans votre jeu. Ensuite, il y a la modalité du jeu. Alors, la modalité du jeu, c'est très simple, c'est est-ce que ça va être un jeu hybride? Est-ce que ça va être un jeu en présentiel? Si c'est un jeu en présentiel, c'est quel type de présence? Est-ce que c'est en extérieur? Est-ce que c'est en intérieur? Si c'est les hybrides, c'est quoi comme hybridation? Quelles sont les phases, etc., d'apprentissage, comment vous allez scaler le truc, etc. Donc la modalité aussi, elle est importante. Souvent, la modalité, elle est induite par rapport à votre budget aussi, ok? Et de la logistique de manière générale. Et après, on en arrive enfin au dispositif. Vous aurez remarqué que le dispositif arrive très, très tard. Alors que quand on a envie de faire un jeu, souvent on dit « et si on faisait un escape game? Et si on faisait un jeu de plateau ?» C'est la première chose auquel les gens ils ont vite envie de se mettre. Et bien, en fait, ça arrive quasiment à la fin, comme vous pouvez le voir. Une fois que vous avez fait toute votre fiche, vous arrivez à ça. Et bien, quand vous arrivez à ça, si vous avez fait tous les processus précédents, vous avez déjà viré les 3/4 de la liste, quasiment. D'accord? Parce que vous savez que selon votre public, selon votre, etc., vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher ou qui ne vont pas rentrer dans le budget ou que vous ne pourrez pas faire dans ces conditions, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de dispositifs. Et là, on n'est même pas sur les mécaniques, hein. On est sur le dispositif. Donc, est-ce que c'est un jeu de cartes? Est-ce que c'est un atelier de travail? Est-ce que c'est un escape game, etc. Et enfin, vous avez le processus. Alors, le processus, c'est justement comment vous allez nommer votre manière de vous y prendre, en fait. Donc, effectivement, il y a la gamification ou ludification, c'est la version anglaise ou française, ça veut dire la même chose. Si vous faites, par exemple, un hackathon, un parcours assisté, ludifié et tout, vous faites effectivement de la gamification, mais vous proposez une activité ludopédagogique, d'accord? C'est pas vraiment un serious game, on peut pas vraiment appeler ça comme ça. Si, par exemple, vous faites un game... Attendez. Si, par exemple, vous faites un learning by game design, ça veut dire que vous allez proposer une activité à quelqu'un pour pouvoir qu'il apprenne lui-même à faire des jeux. C'est pas pareil que si vous faites une simulation, d'accord? Une simulation, ça va être, par exemple,
un simulateur de vol ou un jeu de gestion d'entreprise, effectivement. À droite, vous avez un tableau, la ludification ou la séquence, d'accord? La ludification, la gamification, c'est l'action, c'est le processus de gamifier, alors qu'une séquence ludicisée ou un serious game ou une activité pédagogique, une ludopédagogique, c'est un produit, d'accord? Donc c'est pour ça que le serious gaming, c'est un processus et le serious game, c'est un jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il existe 3 sortes de jeux sérieux. Donc il y a le jeu sérieux partiel, où justement là vous allez détourner un jeu du commerce. Le jeu sérieux intégral, où là, vous n'allez pas détourner le jeu du commerce, mais à l'intérieur de ce jeu-là, vous allez faire votre activité. Ou vous avez le jeu sérieux créé pour l'occasion, c'est la partie la plus connue, en fait. C'est ce que font les agences de gamification, d'ailleurs. Où eux, ils vont créer de tout de A à Z. Et souvent, c'est le plus cher. Donc là, à droite, vous avez trois exemples. Donc là, à droite, vous avez effectivement le détournement d'un jeu de loi pour la santé. Après, ici, vous avez un jeu qui est organisé à l'intérieur de Minecraft. Et encore en bas, vous avez un jeu qui a été entièrement designé pour, je crois que c'est un jeu sur l'écologie. Mais les trois, c'est un serious game, en fait. Après, vous avez les techniques ludopédagogiques. Donc ça, effectivement, c'est un papier qui a été créé par Philippe Lépinard. Mais vous savez que toutes ces techniques-là, en fait, elles sont intégrées par groupe dans l'apprentissage par le jeu et ils sont redistribués en fait dans ces 3 grandes catégories. Donc en fait, cette liste-là, c'est les sous-catégories. Par exemple, quelqu'un qui metagame, c'est quelqu'un qui va apprendre lorsqu'il va faire des recherches sur une mécanique de jeu parce qu'il veut optimiser son jeu, d'accord? Il veut gagner, etc. Lui, il metagame. Donc, c'est sa méthode favorite d'apprentissage. Il a tendance à faire ça. Peut-être que dans vos amis, dans votre entourage, vous connaissez des gens qui metagame souvent. Ils adorent potasser les règles d'un jeu pour en tirer toutes les possibilités. Il y a une autre manière d'apprendre qui s'appelle l'apprentissage ludique incident. C'est ce qu'on fait tous quand on joue à un jeu de société purement loisir. On apprend sans faire exprès. Bah ça s'appelle l'apprentissage ludique incident, selon les recherches de Philippe Lépinard, bien sûr, parce que c'est pas moi qui ai inventé ça. Et après, vous avez la ressource prétexte, donc l'utilisation des univers attrayants. Si vous donnez un cours de maths dans Call of Duty, voilà, Call of Duty, c'est une ressource prétexte. C'est juste parce que l'environnement, il est fun, mais vous allez quand même faire le cours de maths sur le tableau en 3D à l'intérieur. Donc ça, c'est une ressource prétexte. Learning by game design, moi, ce que je fais tout le temps avec mes étudiants, c'est que je leur propose des projets de groupe. Ils se mettent tous en groupe, ils font une game jam, et à la fin, ils ont appris quelque chose. Ce qui compte, c'est pas tellement le jeu qu'ils ont fait à la fin, mais c'est plus le processus. Donc là, c'est du learning by game design. Après, vous avez l'activité pédagogique gamifiée. Attention à ne pas confondre avec le learning by game design. C'est que l'activité pédagogique gamifiée, c'est l'animateur qui a fait les règles du jeu, qui a tout fait. Il ne propose pas aux gens de faire une game jam, il vient avec un jeu que lui-même il a fait et il va la proposer aux apprenants. Après, vous avez la simulation gamifiée où là, c'est une modélisation, donc effectivement les simulateurs, etc. À droite, je vous ai mis des petits mots en violet. C'est juste des suggestions qui, à mon sens, pourraient convenir à certains profils d'apprenants. Donc, par exemple, le metagame, on a remarqué que c'était plus souvent les convergents qui faisaient ça. Donc, ceux qui apprennent en pensant, en réfléchissant, ils ont besoin de potasser les choses. L'apprentissage ludique incident, ça correspond aux 4 profils. Parce qu'en fait, quand on joue et qu'on apprend sans faire exprès, ben, ça peut correspondre à n'importe qui. La ressource prétexte, ça ne convient pas forcément aux convergents, mais plutôt à ceux qui aiment bien échanger et ceux qui aiment bien faire parce qu'ils peuvent se balader dans l'univers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, quand vous regardez une technique ludopédagogique, n'hésitez pas aussi à regarder par rapport au profil d'apprenants que vous avez. Et vous pouvez même faire des audits. Si vous avez des apprenants, vous pouvez leur dire vous préférez quoi comme univers, comme technique, comme style comme technique, en fait, vous montrez des exemples et puis vous allez voir qu'il y en a qui vont se diriger naturellement vers des catégories, en fait. Là, on a fait un gros travail de correspondance. Encore une fois, c'est informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données scientifiques précises là-dessus. C'est les mécaniques ludiques. Donc, il y en a 3 catégories. Il y a les classiques, les modernes et les sociales. C'est quoi la mécanique ludique, dans les commentaires? La mécanique ludique de Azul. Parmi toute cette liste,
vous pourriez dire que Azul, c'est quoi comme mécanique ludique? Si par exemple, vous êtes une personne qui aime échanger, discuter, parler, etc., peut-être que vous allez être plus tenté vers des jeux de rôle, vers de l'impro, vers des jeux narratifs ou justement les jeux de coopération. Si vous êtes quelqu'un qui adorait la stratégie, qui aimait bien les jeux où il faut réfléchir à des stratégies complexes, peut-être que vous aimez faire des jeux de programmation, de combinaison, etc. Mais peut-être que quelqu'un de votre famille va dire « Ah non, c'est trop compliqué, moi j'ai envie de faire un truc marrant, etc. » Donc, ça dépend aussi du profil d'apprenant. Là, on a quelques exemples aussi d'apprentissage par le jeu, mais en fait, c'est le même jeu qui est décliné peut-être sous 5 ou 6 formes différentes. Là, c'est plus un jeu de rôle qui est transmédia. Donc, il y a un dispositif qui va être sous forme de huis clos où il y a des enquêtes, des expériences à faire, à manipuler, mais aussi du jeu social. Donc là, on va tenter aussi de correspondre aux 4 profils d'apprenants. On va avoir aussi du visuel, du cosplay. Ce jeu se décline pour les gens qui détestent se costumer ou engager leur corps physique sous forme de jeu de figurines. C'est équivalent. Et puis après, il est sous forme de jeu de tuiles où là, on est beaucoup plus dans la stratégie et le combat et ça correspond à plutôt les profils convergents. Et puis après, on a aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus spectaculaires avec de la musique, de la réalité virtuelle, etc. Et là, c'est plus pour tout ce qui est observation ou contemplation. Donc, on a le même contenu qui va être décliné sous formes différentes et c'est pour faire la médiation de cet univers. Et inversement, je sais qu'il y a l'école de l'ADN qui nous avait abordé pour proposer éventuellement de faire de la médiation scientifique de certaines maladies grâce à cet univers. Et c'était faisable aussi. Donc, finalement, c'est dans les deux sens. Maintenant que vous avez vu les différentes stratégies pour pouvoir concevoir un jeu, il y a aussi la posture d'animateur parce qu'on peut faire un génial, sachant que le jeu génial, c'est hyper subjectif parce que ça dépend qui vous avez en face, etc. Mais surtout, en tant qu'animateur, comment vous animez votre jeu, en fait? Parce que si en face de vous, vous avez dans le même groupe l'alternante qui a pas envie de jouer et le dirigeant qui vous regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» Vous pouvez être un peu mal à l'aise au début. Donc, ça serait peut-être utile aussi de faire ce qu'on appelle un mini icebreaker pour essayer, sans les appeler toi, t'es convergent, toi, t'es divergent, parce qu'ils vont dire c'est quoi ces mots-là. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple en disant est-ce qu'on a dit de vous que vous étiez plutôt quelqu'un qui était dans l'intellect ou est-ce qu'on dit de vous que vous êtes plutôt, que vous aimez prendre des risques, que vous êtes plutôt un aventurier? Les gens, ils vont lever la main naturellement. Souvent, vous aurez peut-être une majorité d'observateurs. Beaucoup de gens sont observateurs ou aventuriers, en tout cas dans les sondages que j'avais faits dans les différents publics que j'avais très peu de gens qui levaient la main pour artistes et pas trop de gens qui levaient la main pour intellectuels. Donc on se retrouvait avec une norme de gens qui étaient prêts à explorer, à tester des choses, mais qui avaient quand même envie d'observer un peu avant de se lancer. D'accord ? Souvent on était là-dedans. Mais pour maintenir l'attention de votre audience et qui continue à apprécier à jouer du début à la fin et qui profite vraiment de tous les aspects du jeu, mais aussi qu'ils y prennent un maximum de plaisir, il faut quand même arriver avec une amorce qui va correspondre aussi à votre objectif de jeu, qui va lever leur levier d'engagement. Il ne faut pas hésiter à les citer nommément, ces leviers d'engagement, pour que les gens se disent « Ok, je comprends ». Bien sûr, les objectifs pédagogiques, pour qu'ils sachent avec quel bénéfice ils vont repartir. Pendant tout le jeu, il faut être très accessible, donc vraiment les accompagner, les aider. Et bien sûr, maintenir l'intérêt, justement, ça peut être en les encourageant, ça peut être, voilà, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir impliquer l'auditoire, beaucoup d'interactions, poser des questions, comment ils se sentent, etc. Argumenter aussi le propos, c'est-à-dire que vous pouvez aussi les coacher pendant le jeu, c'est pas exclu. Et puis, bien sûr, donner du relief à l'ensemble. Voilà, il y a plein de manières de maintenir l'attention. Et en faisant ça, c'est une manière fluide d'animer votre jeu et on appelle ça le flow. Ici, vous avez un schéma avec une aiguille dans le sens ou dans l'autre. Si si l'éveil se fait d'une mauvaise manière, ça peut être en état, ça peut être préoccupant, ça peut être anxiogène pour les gens. Et si à l'inverse,
vous perdez le contrôle et que c'est trop mou, trop relaxant, les gens, ils vont, ils vont être moins motivés, ils vont avoir peut-être même s'ennuyer, en fait. D'accord? Faut pas être trop mou, mais pas être trop on va dire, abrupt non plus, quoi. Ici, vous avez un schéma qui est complexe, mais très intéressant, qui a été fait par Julian Alvarez, Jouvenot, Rampnou et Bonzoms, qui sont des gamificateurs, chercheurs, et qui ont fait la frise de l'animation. C'est-à-dire que comment amener une bonne introduction à son jeu, comment l'animer de manière efficiente, et enfin la phase débriefing. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on fait un jeu, encore une fois, je ne parle pas des jeux purement loisirs. Il y a un débriefing à faire quand vous arrivez avec un jeu. Bon, là, ils ont pris l'exemple du jeu sérieux. Si on résume un peu, l'introduction, c'est très simple. C'est ce qu'on a dit, c'est le flow, en fait. Ils arrivent, ils posent le flow. Quel est l'engagement? Bien sûr, bien vérifier que tout le monde a compris les règles et que ça ne part pas en vrille. Et bien sûr, le petit storytelling pour donner envie, quoi. D'accord? Et après, bien sûr, mettre en avant les fonctions utilitaires, mais aussi aider, accompagner, c'est ce qu'on disait avant. Avoir une distance aussi critique et aussi interroger les personnes pour qu'ils puissent se poser leurs propres questions. Et une fois que la partie est terminée, il faut petit à petit sortir de cet engagement émotionnel qu'il y avait dans le jeu, parce qu'il y a des gens qui peuvent être déçus parce qu'ils ont perdu ou qui sont embrouillés, etc. Poser les questions sur ce qu'ils ont ressenti. Et bien sûr, ce sentiment, est-ce que vous avez appris quelque chose? Raccrocher un peu les wagons. Et bien sûr, une posture d'ouverture où voilà, le feedback, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette expérience, ok? Lorsque vous adoptez une posture d'animateur en fonction de votre profil d'apprenant, ça dépend aussi de votre personnalité. Si par exemple de base vous êtes beaucoup dans l'action, c'est vrai que vous allez avoir du mal à être dans l'écoute, par exemple. Ou à l'inverse, vous êtes vraiment dans l'écoute, ça peut aussi impliquer une action. Vous pouvez en fait switcher entre ces différentes postures. L'idée, c'est pas d'en avoir qu'une seule, il n'y a pas une posture mauvaise et une bonne posture, c'est qu'il faut être capable de switcher en fonction de vos profils d'apprenants. Si vous avez beaucoup de divergents, donc de personnes qui apprennent en discutant, bien sûr qu'il faut ouvrir le dialogue. Mais aussi, il ne faut pas aller trop dans leur sens, parce que si tout le monde discute et que le jeu, il consiste à faire ou analyser, ils ne vont pas beaucoup analyser parce qu'ils vont beaucoup discuter. Donc en fait, ça dépend aussi du but du jeu. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans ce flow et d'accompagner petit à petit les apprenants. Après, vous avez la relation que vous voulez avoir avec eux. La relation, ça dépend aussi de votre, si vous voulez, de la manière dont vous allez interagir avec eux. Parce que vous pourriez participer au jeu en tant que PNJ, en tant que figurant, mais vous pourriez aussi participer au jeu en tant que facilitateur. Et là, vous avez vraiment une distance. Ou alors, vous allez avoir un rôle qui va être uniquement méthodologique, ou à l'inverse, une relation qui va être autoritaire, parce que ça va être quelque chose avec des règles de sécurité très strictes. Dans ce cas-là, c'est pas, vous n'êtes pas dans le compteur, quoi, d'accord? Donc pour moi, c'est des postures différentes. J'avais mis des images à droite pour que visuellement vous vous rendiez compte de la différence. Cette femme qui raconte une histoire, elle n'est pas du tout dans la même relation avec les apprenants que le militaire en bas, l'instructeur de tueur, d'accord? Mettons que l'instructeur de tueur, en fait, ce soit un jeu simulationniste où on doit jouer des survivalistes. Dans les deux cas, entre elle et lui, il y a quand même une différence de relation. Voilà, c'était juste pour marquer la nuance. Et enfin, il y a le style de management. Ça, c'est très connu, hein, c'est beaucoup utilisé par les managers. Ça dépend aussi du niveau d'implication de vos apprenants. Il y a parfois besoin d'être un peu directif parce que vous avez des gens qui sont assez dissipés, d'accord? Ou alors, vous pouvez être persuasif parce que là, vous êtes juste là pour encourager. Ou à l'inverse, les gens ont vraiment besoin de pratiquer, d'expérimenter par eux-mêmes. Donc là, vous êtes plutôt participatif. Donc, vous allez les accompagner, mais vous allez leur laisser une grande liberté. Ou plutôt, si par exemple, vous faites une game jam, là, vous êtes plutôt dans le délégatif, vous posez les règles et hop, le challenge, il commence, hackathon, etc. J'ai mis des phrases exemples. Dans le premier cas, avec des petits bonhommes à droite, lui, en haut, là, il va dire je vous montre un enchaînement et puis vous le suivez et c'est comme ça. Ou alors, celui du milieu, il va dire moi, je vous montre quelque chose, mais je vous propose de faire mieux. Ou alors, il peut dire on va tous imaginer quelque chose, mais chacun peut y mettre sa touche personnelle.
ou à la fin dire ah bah vous montez vos propres équipes et c'est vous qui imaginez ce que vous voulez, moi je suis là en cas de besoin. Donc en fait ça dépend complètement de l'autonomie de vos apprenants. Il y en a qui n'aiment pas du tout être guidés et à l'inverse, il y en a qui ont vraiment besoin de cadre. Donc, vous pouvez aussi être assez varié par rapport aux individus. C'est-à-dire que vous pouvez être très délégatif envers une personne qui est très proactive et à l'inverse, plutôt directif envers quelqu'un qui est figé et qui attend qu'on lui dise quelque chose pour le lancer, en fait. Là, on en est à l'étude de cas. Donc, l'étude de cas, c'est plus comment est-ce que moi je procède lorsque je fais des game jams avec des apprenants. Donc, moi, je le fais en 3 jours, pardon. Le premier jour, je les profile. Donc, quels sont les profils d'apprenants? Ça peut être des petits sondages, ça peut être des mini-jeux pour voir comment ils sont impliqués. Il y a plein de techniques pour profiler. Phase 2, c'est eux qui testent. Donc là, je suis en mode délégatif. Je leur file plein de boîtes de jeux et ils testent des jeux et ils mettent de côté tout ce qu'ils détestent et ils gardent tout ce qu'ils aiment bien. Il y a peut-être une dizaine de mécaniques différentes. Deuxième jour, je vais leur dire, bon, vous avez vu à quoi ça ressemblait, les jeux, les mécaniques, les processus. Moi, je voudrais savoir ce que vous voudrez créer comme jeu. Donc, on va solutionner les méthodes qu'ils ont appréciées dans les jeux qu'ils ont déjà joués. Et on va choisir les objectifs pédagogiques et les mécaniques ludiques qui sont les plus appropriés. D'accord ? Donc, ils vont vraiment tester les mécaniques qui les intéressent le plus par rapport à leurs objectifs pédagogiques. Et enfin, en dernier, la dernière phase, c'est qu'ils vont commencer à prototyper la V1, c'est-à-dire ils vont intégrer leur contenu pédagogique dans une ou plusieurs mécaniques et ils vont les faire des itérations jusqu'à ce que le jeu soit fluide. Et après, ils vont passer effectivement au design et aux règles du jeu. Mais ça ne sert à rien de faire du design et les règles du jeu avant. Parce que si la mécanique, finalement, elle ne marche pas trop, bah, faut tout qu'ils redéfassent. En Zoom, ça donne, premier jour, ils ont testé des jeux, on les a profilés. Et dans leur profilage, il en est ressorti qu'ils avaient du mal à s'exprimer en public, en tout cas dans cette phase-là. Moi, j'ai constaté qu'il y avait une hétérogénéité des profils. Donc, il y avait effectivement des apprenants qui n'avaient pas trop envie de jouer, qui avaient envie de faire des choses plus sérieuses, et d'autres qui étaient trop contents. Donc, il a fallu composer avec ça. Donc, on a monté des équipes et on a donné des responsabilités aux personnes qui avaient envie de faire des choses sérieuses. Ils étaient chefs de projet sur cette game jam, par exemple. Là, on a des photos d'apprenants justement qui testent différentes mécaniques de jeu, d'autres qui dorment, d'autres qui sont très stimulés. En fait, il y avait vraiment des groupes qui se sont faits naturellement, où il y en a qui aimaient découper des petits papiers et faire plein d'expérimentations, et d'autres qui étaient déjà en train d'écrire, noircir des feuilles. Ils écrivaient. Je ne savais pas trop ce qu'ils écrivaient, mais ils étaient en train d'imaginer des mécaniques. Donc, naturellement, il y avait des profils qui se sont ressortis, en fait. Atelier phase 2, là, effectivement, ils ont sélectionné les meilleures références qu'ils préféraient. Ils ont adoré, j'ai adopté un GNU, Sushigo, etc. Donc, ils aimaient bien les party games. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'il s'est trouvé qu'on avait beaucoup de profils accommodateurs et divergents. Donc, des gens qui aimaient faire et discuter. Ils n'allaient pas nous refaire Twilight Imperium, quoi. D'accord ? Après, on avait. Je dis Twilight Imperium parce que là, quand j'ai appris ce jeu, j'ai pris 9 heures pour lire les règles. Là, il y a eu un regroupement parce qu'entre ceux qui s'occupaient de la mécanique, ceux qui s'occupaient des différentes phases de jeu, etc., il y en a même une qui a commencé à faire du design. Il y a eu une forme de groupement ou d'équipe où ils ont commencé à vraiment structurer et à tester les mécaniques de jeu différentes. Là, on était presque sur la fin de l'élection de la mécanique favorite, en fait. Alors, je ne vais pas vous mentir, ils ont voulu faire un jeu sur l'éloquence et la rhétorique oratoire et comment, parce qu'ils avaient du mal à s'exprimer en public. Donc, le but, c'était pour eux de faire un jeu pour apprendre à pitcher. Et donc, j'ai fait venir David Robert, donc, qui est spécialisé sur l'art de convaincre et persuader. Et il connaissait en fait les contenus à mettre. Lui, il les avait sous forme littéraire, on va dire, en bullet points. Et en fait, l'idée, c'était de le gamifier. Donc, on a réutilisé ces contenus qu'il n'a pas inventé, hein, mais c'était des techniques oratoires utilisées par exemple dans les concours de rhétorique dans les différentes écoles de commerce, etc. Et là, on les a mis sous forme
de jeu. Alors, sur la fin, le jeu, il l'avait fait sur des post-it parce qu'on n'allait pas faire le design tout de suite. C'est vraiment pour bien le tester. Et puis, à la fin, on a fait un brainstorming sur comment on va appeler ce jeu. D'accord. Ouais. Et à la fin, ils ont testé plein de fois. Et au bout d'un moment, ben, ils ont fait un consensus général où ils ont fait 2 versions du jeu. Une où c'est un draft, où là, on doit essayer de marquer un plus de points possible et après, on doit faire ce qu'il y a sur les cartes. Et une autre phase où c'est pas très gamifié parce que tout le monde n'a pas le temps de faire un draft. Et on doit juste aligner les cartes qu'on veut jouer et on les joue. Donc, typiquement, vous voyez, là, vous choisissez un personnage, vous choisissez un sujet, vous choisissez le ton sur lequel vous voulez faire votre pitch. Après, vous choisissez votre manière de pitcher. Donc, est-ce que vous faites beaucoup de silence? Enfin, ça dépend de ce que vous voulez travailler, en fait. Si vous avez tendance à trop parler ou à trop bouger, eh ben, vous allez prendre plus ou moins un certain nombre de cartes. Et puis, bien sûr, vous avez les arguments rationnels, affectifs, combien vous en mettez, quels exemples vous associez à vos arguments. Est-ce que vous mettez des figures de style? Donc, les cartes rouges, c'était des figures de style qui permettent de tourner les phrases d'une certaine manière, et puis d'amener une introduction et une conclusion en choisissant si c'est une transposition, une annonce, un sondage, une devinette, etc. Ça colore le discours et ça le rend un petit peu plus impactant. Donc, c'était un jeu qui a été fait en 3 jours. On était assez content du résultat. Mais il y a aussi d'autres outils. Hein. Il n'y a pas que des feuilles A4 qu'on découpe en 4. Là, je vais vous donner des outils qui sont numériques. Okay. La version gratuite, moi, j'adore G-Drive. Je sais que vous allez un peu rigoler en disant, mais oh là là, c'est PowerPoint, sérieusement. Ben, en fait, comme c'est interactif, on peut créer des boutons, on peut créer différentes slides, ce qui permet, en fait, là, ils ont fait un jeu de loi, en fait, avec des cartes à tirer. Et chaque fois qu'on tombe sur une case, on retourne une carte question et en fait, ils ont intégré un quiz. Donc, après, ils peuvent le faire en vrai. Mais comme c'était le confinement, tout ça, ça a été fait en 2020. On était tous confinés pendant très longtemps. Et on a quand même réussi à faire plein de jeux très interactifs et on a bien rigolé. Là, par exemple, il y a un jeu de rôle qui a été fait sous forme de jeu de cartes. Vous lancez un dé, vous tombez sur un chiffre, vous retournez la carte et il vous arrive des aventures et vous prenez des décisions, vous marquez des points. Vous avez aussi le personnage, donc là vous êtes ou médecin ou journaliste ou quelque chose comme ça, et en fonction des cartes que vous tirez, vous perdez des ressources ou vous en gagnez, et le but c'est d'en avoir le plus possible. Donc c'était assez marrant, c'était une histoire à choix multiples où on a des objectifs secrets et des objectifs collectifs. Donc c'était un jeu asymétrique. Là c'est une mécanique asymétrique sous forme de pioche et de lancer de dés. D'autres ingénieurs se sont lancés dans un jeu en plusieurs phases sous Excel. Donc, ils ont refait une sorte de Monopoly sur Excel avec des boutons. Quand on lance les dés, on clique sur un bouton. Ça nous amène à tirer une carte. On gagne des cartes d'information. Et eux, c'était un jeu qui apprenait la relation client. D'accord. Quand on avait trouvé les bons mots, on essayait de les noter sur une grille qui vous ramenait des points. Donc, c'était une phase de jeu où il y avait à la fois des mots croisés, à la fois des tirages de cartes et à la fois des lancers de dés sur un plateau. D'autres techniques, par exemple, Miro, qui est un logiciel d'intelligence collective, tableau blanc, Klaxoon peut faire l'affaire aussi. Vous pouvez créer des petits jeux avec des post-it. Et comme si vous voulez, le zoom arrière et le zoom avant sont enfin, l'échelle peut être très éloignée ou très rapprochée, vous pouvez cacher des choses et vous pouvez proposer aux gens d'aller dans certaines zones du jeu pour pouvoir découvrir des choses que vous avez piochées, etc. Par exemple, là, il y a un tableau central où on doit tirer des cartes. Si vous allez à la carte indice, vous cliquez sur la flèche, ça vous amène automatiquement au petit truc à droite, tout petit. Mais en fait, quand vous cliquez sur le bouton, ça vous amène de manière zoomée. Donc finalement, vous voyez que les trucs de près. Parce que là, comme on le voit de très loin, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais en fait, de près, en cliquant, ça vous fait apparaître automatiquement des paquets de cartes que vous tirez, etc. Sinon, il y a Geniali qui est assez connu, qui est assez facile d'utilisation. On peut faire facilement des escape games dessus parce qu'il y a des cadenas numériques. Là, par exemple, c'est un jeu où il faut hacker l'ordinateur parce que c'est un jeu sur la cybersécurité où, en fonction des indices que vous avez mis autour, le papier froissé avec un mot dedans, les goûts de la personne sur le post-it, ce qui est marqué sur la tablette ou sur la photo, ça vous donne des chiffres, des lettres, des informations. Et donc, vous devez essayer de hacker l'ordinateur pour rentrer dedans. Et en gros, ça apprend à éviter de mettre un mot de passe avec des choses qu'on retrouve sur votre environnement de travail, justement.
Sinon, il y a Gazertown. C'est un jeu qui est beaucoup utilisé par justement Alexandre Quatch et Vanessa Elbuik, qui sont deux gamificateurs qui font beaucoup de jeux justement sur le groupe, l'intelligence collective, etc. Et là, ils m'ont fait connaître un super jeu, enfin une super plateforme. On peut appeler ça un métaverse, justement, persistant, et vous pouvez vous balader de pièce en pièce, vous pouvez créer des pièces. En fait, c'est comme les Sims, mais version rétro. Vous pouvez créer des forêts, des buildings, des rooftops, des salons, enfin voilà. Et dedans, ça internalise la visio et la visioconférence, le chat. Et donc, vous pouvez faire des conférences en ligne, vous pouvez faire des escape games. Vanessa a designé peut-être une dizaine de mécaniques ludiques à l'intérieur de Gazertown pour l'installer pour des clients. Comme ça, ils peuvent jouer à des flippers, faire, je sais pas moi, une partie de poker, networker, se balader pour trouver des easter eggs. Enfin, on peut faire plein de choses dans cet univers. Et en plus, c'est un client léger. Ça veut dire que vous n'êtes même pas obligé de télécharger un logiciel pour pouvoir y aller. L'équivalent en 3D, mais qui est moins, on va dire, il est en 3D, il y a une version gratuite, donc c'est Mozilla Hub. Vous pouvez faire des choses aussi, mais je ne suis pas certaine que vous puissiez le personnaliser gratuitement aussi, de manière aussi profonde que Gazertown. Et puis, peut-être aussi que, à mon avis, il faut payer pour pouvoir skinner un peu tout ce qu'on veut. Mais vous pouvez quand même afficher pas mal de choses. En tout cas, vous pouvez le tester en gratuit. Vous allez sur Mozilla Hub et vous allez très facilement pouvoir trouver les différents espaces pour vous balader et afficher des contenus visio, audio. Et puis, il y a quelques outils payants aussi. Les générateurs de cartes. Sur Steam, il y a, même en gratuit, hein, que ce n'est pas forcément sur Steam, mais vous pouvez générer des jeux de cartes facilement, pas forcément qui ressemblent à Magic. Hein. Là, c'est un exemple Magic, mais en fait, vous pouvez les faire ressembler à ce que vous voulez. Ça peut être très facile pour vous de faire des jeux que vous pouvez numériser ou imprimer en papier. Sinon, il y a Vorpal qui est payant. Pareil, ça a été fait pendant le confinement par un fan de jeux vidéo. Je crois que c'est un Français qui l'a fait. Et ce jeu vous permet de scanner en temps réel vos cartes de jeu, votre plateau de jeu. En fait, typiquement, ce logiciel, c'est le logiciel parfait pour scanner n'importe quel jeu avec un téléphone portable et le numériser limite en temps réel. Là, par exemple, vous avez un premier téléphone portable qui filme une feuille rose, mais typiquement, il pourrait filmer un plateau de jeu. Hein. Et la personne ici, l'animateur, peut réduire ou agrandir les fenêtres des personnes. Donc, vous pouvez placer les caméras, les fenêtres de visage des gens directement à la place des joueurs. Et puis, vous pouvez avoir des fonctions qui retournent les cartes, cacher les cartes, lancer les dés, distribuer des cartes, scanner une figurine, etc. etc. Sinon, vous avez Tabletop Simulator. Alors, l'inconvénient, c'est que si tout le monde n'a pas un compte Steam, vous pouvez pas jouer. Donc ça, c'est un peu pénible parce que si vous ne téléchargez pas le logiciel, c'est compliqué. Mais les fonctionnalités sont très, très, très poussées. Et sinon, vous avez Stories qui est à l'heure actuelle le seul logiciel, je vais mettre une version plus jolie, le seul logiciel où on peut dupliquer à l'infini les tables, ce qui fait que si vous organisez un festival de 200 000 personnes, vous pouvez dupliquer les tables comme la photo en haut à droite, où vous avez peut-être 10-15 fois la même table. Sur une table, vous pouvez importer une image. Là, vous avez un jeu de plateau qui a été importé sous forme de JPEG, les petites cartes sous forme de JPEG. L'avantage de ces jeux-là, c'est que quand vous double-cliquez dans une zone, vous pouvez zoomer très, 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 très près si l'import de l'image est de bonne qualité. Franchement, il n'y a pas de pixels. Vous pouvez lire des mots qui sont tout petits. Vous pouvez aussi afficher un tableau blanc pour dessiner dessus, faire des marques, piner, épingler des post-it, lancer des dés, cacher votre main. Les zones qui sont grises, c'est des zones qui peuvent être verrouillées ou cachées par rapport aux autres. Et ouais, en fait, c'est la seule solution que je connais où on peut faire venir un nombre infini de personnes. Vraiment, on pourrait refaire le festival des jeux de Cannes sur Stories, quoi. C'est impeccable parce que c'est en peer-to-peer, ça internalise la visioconférence et vraiment, ça bug pas, quoi. Et c'est en constant développement aussi, en amélioration continue. Sinon, vous avez Virbella, qui est un simulateur d'environnement, on va dire, urbain, mais aussi, vous pouvez demander aux admins de vous mettre un peu les paysages que vous voulez, finalement.
C'est une ville qui permet de faire des conférences, pareil, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs si vous voulez. Vous prenez un forfait et vous avez accès à la ville, mais vous pouvez aussi vraiment la personnaliser à un niveau très, très, très élevé. C'est déjà arrivé que des médecins fassent une conférence internationale où il fallait carrément faire une salle d'opération et faire des opérations virtuelles sur des personnages virtuels. Et ben, ils ont demandé et ils l'ont eu. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire. Ça a un coût aussi, mais il y a plusieurs tarifs. Si vous ne touchez pas trop au look de la ville, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher en fonction de l'événement que vous voulez organiser. Laval Festival l'a fait, Bordeaux Geek Festival l'a fait. Je sais que les clients, les visiteurs payaient peut-être 5 ou 10 euros l'entrée. Eux, je ne sais pas combien ils ont payé. Mais en tout cas, ça marchait très bien et on s'est bien amusé. Donc, c'est une bonne solution aussi. Je vois qu'il est, bah, voilà, je vois qu'il est 21h57. Ici, vous avez, oui, parce que Virbella, vous pouvez aussi louer juste une petite salle, pas obligé de louer toute la ville entière. Là, vous avez juste la version où vous louez juste une salle. Moi, je l'avais utilisé au Bordeaux Geek Fest pour jouer au jeu de rôle. Sur justement ces salles à droite où on peut asseoir des gens et on peut jouer au jeu de rôle. Parce que moi, je peux afficher mon écran sur la salle, les gens peuvent se lever, parler et tout. Par contre, lancer des dés, c'est vrai que qu'il n'y avait pas d'option dans Virbella. Il fallait utiliser un lanceur de dés dans l'écran, quoi. Donc, du coup, connecter un lanceur de dés sur le moteur de recherche.